suffisamment. Il se passe quelque chose en Palestine, les musulmans sont émotivement unis. On est toujours unis contre, on n'est pas unis pour. On est contre quelque chose, contre l'État d'Israël, contre l'oppression, mais pour un projet. Comment on fait ça pour récupérer les psychologies en crise et puis s'asseoir? On a besoin de fuqaha, de du'at et de gens qui travaillent dans ces domaines-là, qui viennent avec leur savoir et qui canalisent ceci dans les sociétés, qui fassent des études. Aujourd'hui, là, on m'a présenté une étude, j'ai pas eu le temps de la lire, mais sur la religiosité des Marocains. Comment est-ce qu'ils peuvent être attirés par le religieux, mais en même temps ne pas savoir. Et ça, ce sont des choses qu'il faut, ça se travaille, ça. C'est pas rien, ce sont des choses. Et là, les ulama, il faut qu'ils s'assoient et qu'ils écoutent. Même pas qu'on leur donne un petit. Vous savez comme ça se fait maintenant. Il y a une commission, elle donne un petit rapport, on lit le rapport et on fait des. Non, on s'assoit, on prend du temps. On pense, on se spécialise, mais dans une dimension globale. Et tout cela par un rééquilibrage des savoirs. Alors c'est vrai pour tout le domaine, c'est vrai pour tout le domaine des sciences sociales. Dans tous les domaines, c'est-à-dire, ça veut dire que ça peut commencer par l'économie. Je termine tout de suite. Ça peut être l'économie, ça doit être la psychologie collective, ça peut être la dimension de l'éducation, ça c'est très très important, les dimensions de l'engagement social, de la réalité associative. Pour avoir un travail, pour avoir une vraie démarche dans la société civile, le réseau associatif, il faut le connaître. Il faut savoir ceci, il faut savoir comment ça s'est créé, quelle est l'histoire, où on en est. Et on a des gens qui vous disent, voilà, les normes, des fuqaha qui vous disent ça, ils n'ont aucune dimension du contexte, aucune connaissance de la mémoire collective, de la psychologie collective. Là, il faut que les gens puissent s'asseoir. Et il faut qu'on ait ces conseils paritaires ensemble. Il faut qu'on les ait et qu'on les spécialise. Aujourd'hui, c'est ce type d'ijtihad dont nous avons besoin, qui accueille les compétences, qui les permettent de s'asseoir. Alors quand je viens ici et que j'apprends que vous avez une association, qui est une association qui autour du savoir développe de la solidarité, développe du rapport à l'université, je dis, subhanallah, ça devrait être exemplaire. Alors je ne sais pas l'efficience de ça, parce que je n'ai pas eu la possibilité de le vérifier sur le terrain, mais en tout cas la philosophie de cette complémentarité, ça devrait être quelque chose qui doit être exporté véritablement. Par exemple, juste un dernier élément, pour la question de la solidarité, de comment on traduit sur le terrain la question de la distribution de la zakat, par exemple. La zakat n'est pas un outil d'assistance, la zakat est un outil d'autonomisation. Le but, c'est d'autonomiser les gens, c'est pas de les assister à vie. Le but, c'est que si on te la donne un jour, c'est que pour un jour, toi, tu la payes. Donc on veut t'autonomiser. Mais ça demande aux gens de connaître les structures sociales qui entourent les pauvres dans un pays donné. Qu'est-ce qui est fait dans un pays donné? Et comment on va utiliser la zakat pour pouvoir compléter, orienter et travailler sur l'autonomisation? Quels sont les rapports de... Mais je veux dire, il y a des études de gens qui se sont spécialisés dans les études du développement pendant des années. Nous, les musulmans, c'est comme si c'était rien. Ah, c'est rien. Ils ont travaillé, par exemple, une chose extrêmement importante dans les sciences sociales, le rôle des femmes dans le développement des personnes et dans le développement aussi des réalités de la croissance, même si on peut être critique par rapport à ça. Mais c'est phénoménal ça. Comment une société peut se développer par l'éducation des femmes, l'engagement des femmes, le déplacement de certaines sphères d'autorité et de compétence vis-à-vis des femmes. Des études sont faites là-dessus, et ça marche aussi pour les musulmans. Méfiez-vous, nous, ce qu'on est en train de voir, nous, là où je suis moi, en Occident, c'est qu'en matière de rapport à l'enseignement et au rapport au travail, les femmes sont nettement en avance des hommes. Nous, vous savez qu'on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Nous, dans nos communautés en Europe, on va avoir des problèmes. Les femmes sont meilleures partout. Partout où il y a éducation, elles sont meilleures. Et après, on va leur dire, il faut épouser le frère qui... Je dis, où ils sont les frères? Où ils sont? Non, ça ne va pas aller. On commence à avoir un processus de décalage par rapport à la compétence assumée et capitalisée de certaines des sœurs, des femmes, et puis des hommes aujourd'hui vis-à-vis desquels on a un vrai problème. Et ça, dans les dynamiques de développement, dans les sciences sociales appliquées à ces domaines-là, on a des domaines, on a des études auxquelles il faut inviter les fuqaha à s'asseoir, à étudier ensemble
encore une fois, et à produire quelque chose qui soit un tout petit peu plus que des fatawa ou des orientations complètement déconnectées du réel. Voilà les thèses, voilà l'orientation, un travail global, mais en même temps spécialisé. Je sais que ça ne plaira pas à certaines des autorités religieuses, j'ai pu déjà m'en rendre compte dans certaines des discussions que j'ai eues par ailleurs, mais je vous soumets ça comme des orientations d'avenir, en tout cas de réforme de notre approche des savoirs et des sciences. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bien, concernant la première intervention sur le fait qu'il aurait fallu un support écrit plutôt que d'aller à gauche et à droite dans l'exposé, je suis désolé si vous avez eu l'impression d'aller à gauche et à droite. J'essayais d'aller tout droit et d'avoir un plan que j'ai annoncé au début de la conférence. Donc j'ai essayé de m'en tenir à ce plan, l'introduction, puis les deux parties. Désolé si vous n'avez pas eu cette impression. Cela étant, le support écrit, il n'est pas là dans la conférence, ce n'était pas le but. Pour une conférence publique comme ceci, ce n'est pas une conférence académique où on va distribuer à chacun le support écrit. Mais par contre, Inch'Allah, vous allez avoir le livre qui sera alors beaucoup plus étoffé et qui sera plus qu'un support écrit, qui sera vraiment tout le développement de ce que je viens de dire, sur à peu près 400 pages. Donc Inch'Allah, j'espère que ça vous permettra de retrouver le plan de mon intervention. Deuxième des choses, à aucun moment je n'ai pensé ou traduit l'idée d'un manque de respect par rapport à la main ici au Maroc. D'autant plus que ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. Quand vous dites que vous n'avez pas entendu du tout de propos qui pouvaient être par rapport à Cheikh Youssouf al-Qaradawi disgracieux, ça c'est pas tout à fait vrai. J'étais présent tout de suite après qu'il soit parti, et ce que j'ai pu entendre, c'est vraiment de la part de certains des propos qui étaient extrêmement durs. Encore une fois, ce que je vous ai dit, c'est que je pense que ceux qui ont tenu ces propos, eh bien, il vaut mieux ne pas les tenir. Donc moi, c'est un appel à la sagesse. Mais appeler à la sagesse, c'est pas de manquer de respect à ceux à qui on le dit ou avec qui on partage cette pensée. Donc je vois pas en quoi ce que j'ai pu dire était un manque de respect par rapport aux savants du Maroc. Appeler au respect, c'est pas manquer de respect, c'est simplement rappeler les règles élémentaires du vivre ensemble et de respecter les gens. Donc désolé si ça vous a donné cette impression, c'était pas mon intention. Un certain nombre d'éléments qui sont liés à la conférence sont aussi, vous pouvez aller sur mon site. Je veux dire, il y a suffisamment de textes qui vous permettent aussi de lire des éléments qui sont référents à ce que je viens de dire. D'ailleurs, des passages du livre sont sur le site. C'est simple, c'est le nom et le prénom.com. Je ne vois pas en quoi la comparaison statistique avec le Yémen et le Soudan serait opérante pour notre question. C'est pas parce qu'il y a des sociétés qui sont pires que nous qu'on est bien. Je veux dire, si la situation statistique elle est connue, vous pouvez regarder ça dans toutes les productions des Nations Unies ou de certaines ONG internationales. Les statistiques mettent en évidence de gros problèmes dans l'éducation des femmes en Afrique du Nord. Maintenant, vous allez trouver, c'est certain, des sociétés africaines qui vont moins bien que la société marocaine, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est bien quand d'autres vont mal. C'est simplement, il faut que tous qu'on se réforme, tous. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Sur la question d'aborder les sociétés de façon uniforme, il aurait fallu aller de pays en pays, de situation en situation, voire de mazhab en mazhab. C'est pas le but de ma conférence. Ma conférence, elle a un titre, et le titre, c'était sur les sciences sociales et l'islam. Quelle perspective? Voilà, je veux dire, c'était pas et le Maroc et Oujda, c'était pas ça mon sujet. Il n'était pas. Donc il y a des choses qu'on peut pas faire.
sur les différentes interpellations du cheikh sur la question de l'ijtihad et de la compréhension de l'ijtihad, à aucun moment je n'ai laissé entendre qu'il n'y avait pas de qat'iyat et que l'ijtihad pouvait dépasser certaines limites. Non, ça pour moi c'est extrêmement clair, et qu'effectivement on ne peut pas avoir un ijtihad qui dépasserait les limites de dawabit et tout ceci du texte et de la réalité. Et que donc il faut effectivement réinvestir toute cette réflexion au niveau de l'ijtihad à partir des principes et à partir des limites. Mais maintenant, sur la question des modèles et des principes, le principe de l'héritage, c'est pas un modèle, c'est un principe. Et c'est ça le problème, c'est de transformer les principes en modèles. Non, c'est un principe.